de notre panel et porte en soi une contradiction classique entre l'innovation technologique et l'environnement. La vision qu'on a de l'innovation technologique, c'est qu'elle s'est toujours faite contre l'environnement. Et depuis quelques années, il y a une conscience qui se réveille et qui tend à concilier l'innovation technologique et l'environnement. C'est même un impératif pour la survie de l'humanité. Et nous sommes obligés de trouver de nouvelles techniques qui vont nous permettre de continuer à vivre sur cette planète avec le nombre de populations qui ne cesse de croître et les besoins qui ne cessent de croître et la sédentarisation de plus en plus forte. Nous allons parler de ces deux thèmes. Nous allons essayer de les concilier avec nos voyants panélistes. Nous allons passer la parole à un début à Dr Ibrahim Agnew, directeur technique de l'Agence d'architecture et de recherche MBM du Sénégal. Et on va lui demander de nous parler des dernières tendances en innovation pour les BTP. La parole est à vous, docteur. Salam alaikum à tout le monde. Donc, je m'appelle Ibrahim Niang. Je suis donc ingénieur en matériaux et directeur technique de l'agence MBN. Donc, c'est une agence d'architecture que je trouve au Sénégal et qui, depuis une trentaine d'années, s'est beaucoup investi dans la formation, dans l'enseignement, mais surtout la recherche et le développement, en proposant des composants de construction qui sont adaptés au climat et puis au contexte environnemental un peu du Sénégal. Donc, je pense que déjà, je suis très, très content d'assister et de participer donc à ce panel. Donc, le premier élément que je vais donner, c'est d'abord le contexte qu'on connaît tous, hein, mais juste pour rappeler que le bâtiment est l'un des secteurs les plus impactants sur l'environnement en raison des grandes consommations en eau, en énergie, mais également à la production de déchets. Donc, ce qui pose un problème. Donc, il est important qu'on puisse développer donc des innovations pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Alors, il y a deux types d'innovations. Il y a ce qu'on appelle des innovations incrémentales, c'est-à-dire qui se font au fil du temps. Elles peuvent se faire en 10, 20, 30 ans, voire même des décennies. Et donc là, je vais faire le focus sur les matériaux géo et biosourcés. Et il y a ce qu'on appelle un peu les innovations qui sont de rupture. Par exemple, l'utilisation du numérique. Et donc là, on parle de technologie. Sachant que la technologie, c'est un processus qui permet en fait d'améliorer une technique en utilisant des outils. Donc si je reviens un peu par rapport aux innovations un peu techniques concernant le bâtiment, vous avez ce qu'on appelle dans le bâtiment l'enveloppe. Donc l'enveloppe, c'est la barrière physique qui va séparer le milieu intérieur du milieu extérieur. Donc dans le contexte dans lequel on est, il est important de pouvoir bien contrôler les matériaux que vous allez utiliser pour justement faire cette enveloppe-là. Et l'une des solutions qui existe depuis un bon bout de temps, c'est donc l'utilisation de certains matériaux. Je pense que tout à l'heure, Monsieur Welle a parlé de ça, du TIFA. Donc là, maintenant, ce qui va être intéressant en utilisant des outils, c'est ce qu'on appelle les outils qui permettent de faire une ACV. Donc, une analyse de cycle de vie. C'est quoi? C'est tout simplement faire l'inventaire des impacts sur l'environnement d'un produit de construction, de la phase d'extraction, en passant par la formulation, le transport, la mise en œuvre, la vie en œuvre et la fin de vie. Et ça, je pense que c'est très important. Voilà pourquoi de temps en temps, lorsque je discute avec les architectes, je les pousse un peu à réfléchir sur des scénarios de déconstruction des bâtiments. C'est-à-dire que dès le premier coup de crayon, dès qu'ils sont dans la phase de programmation, de faisabilité de leur projet, ils sont en mesure de réfléchir sur comment on va déconstruire, comment ça va se passer, donc la fin de vie de ces matériaux-là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et un autre outil aussi qui va être très, je pense, pertinent, c'est donc ce qu'on appelle le BIM. C'est un peu une sorte de plateforme collaborative qui permet en fait aux différents acteurs de la construction de pouvoir interagir de manière simultanée, entre guillemets. Parce que je pense que le changement climatique, c'est une occasion pour nous de revoir comment on construit les bâtiments. Parce qu'en général, ce qui se faisait, c'était qu'il y avait une conception qui était séquencée. C'est-à-dire le maître d'ouvrage, il a son projet, il a son programme, il vient voir l'architecte. Ensuite, l'architecte fait un petit travail, et puis il va voir l'économiste ou le programmiste. Une fois qu'ils sont d'accord, ils vont voir les bureaux d'études, etc., etc. Donc là, maintenant, je pense que cette méthode de travail est désormais révolue. Il faut qu'on puisse aller vers ce qu'on appelle une ingénierie concurrente, c'est-à-dire qu'on se pose les questions
On est tous sur la même ligne du départ. On commence à réfléchir, surtout qu'on est challengé avec tout ce qui est émission de CO2, dans le cadre justement des différents engagements que les pays ont eu à prendre. Alors, mon dernier propos concerne peut-être des innovations technologiques, mais qui ont trait à ce qu'on appelle l'économie circulaire dans le bâtiment. Je l'ai peut-être évoqué tout à l'heure, mais je vais peut-être pas donné plus de précision. C'est le fait que vous avez dans le bâtiment plusieurs catégories de matériaux. Parmi ces matériaux, vous avez par exemple les matériaux plastiques. Donc, le plastique, on sait que c'est d'origine fossile, que ça a un impact sur l'environnement. Donc, le fait d'en produire à nouveau, qu'est-ce qui se passe? On consomme de l'énergie, on produit des émissions de CO2 avec toutes les conséquences qu'il y a sur l'environnement. Donc, avec les outils numériques, on doit être en mesure justement, lorsqu'on produit, lorsqu'on réfléchit à la conception d'un bâtiment, on doit être en mesure de pouvoir dire, écoutez, dans mon bâtiment, j'ai tant de pourcents de plastique que je vais avoir. Pourquoi ne pas réfléchir à recycler du plastique qu'on utilise, par exemple, pour les bouteilles? Ça, je pense que c'est un exemple qui peut être intéressant. C'est ce qu'on appelle, dans le cadre de l'économie circulaire, l'écologie industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la, la matière résiduelle d'une industrie devient la matière première d'une nouvelle. Donc, par exemple, je vais prendre une bouteille plastique qui arrive en fin de vie. Je peux la recycler pour faire une autre bouteille plastique, mais ce qui est plus intéressant et qui permet de créer de nouveaux emplois, c'est de recycler et de transformer pour faire, par exemple, des composants de construction, les boîtiers électriques, par exemple, les interrupteurs. Donc ça, je pense que ce sont des innovations de taille qu'il ne faut pas oublier. Et le tout dernier point que je voudrais aborder, c'est ce qu'on appelle la simulation thermique dynamique. Toujours dans la phase de conception d'un bâtiment, en ayant toutes les propriétés concernant les matériaux, on est en mesure de faire des modélisations qui permettent de dire dans tel contexte, on va avoir, par exemple, une température qui va être de tant de degrés à telle ou telle période. Et à ce moment donné, ça permet aux architectes et aux acteurs de la construction de réfléchir et d'optimiser la conception de leur bâtiment. Voilà. Merci. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole à notre collègue Amadou Bilitara, architecte urbaniste, CEO du cabinet Ingeo Architecture Mali. Merci. Euh, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Amadou Bedi Tella, je suis architecte. Je suis pas urbaniste, je suis architecte, hein. Ouais, oui, bien sûr. Donc moi, je suis architecte et j'étais installé en France. Donc, je suis revenu en Afrique. C'est ce qu'on appelle les REPAT. Et nous, on a vu depuis bien longtemps que l'avenir est en Afrique. Moi, je vais vous parler de l'architecture bioclimatique. Alors pour cela, j'ai une présentation à faire. Alors comme vous le savez, hein, euh, les villes se développent de plus en plus. Il est temps qu'on puisse repenser à notre manière de construire, à notre manière d'habiter. Les architectes se sont exprimés, les ingénieurs se sont exprimés là-dessus. Et nous, les architectes aussi, on essaye effectivement, euh, de travailler sur cette transition-là afin d'avoir un habitat adapté à nos climats. Alors, c'est un diaporama qu'on a divisé en trois phases que vous pouvez aller. Allez-y, les généralités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un habitat bioclimatique? Là-dessus, vous avez une définition. Alors, ce qu'on appelle habitat bioclimatique, habitat écologique, habitat à haute efficacité énergétique. Tout ceci veut dire la même chose. C'est tout simplement, euh, c'est un art de bâtir, un art de bâtir en associant l'homme qui est l'occupant de son environnement, tout simplement. Parce que on a considéré qu'avant, on construisait, c'est vrai, on construisait en masse. En Europe, on construisait vraiment en masse. En Afrique aussi. On construisait, mais on tient pas compte, on tient pas compte du climat. Ça, c'est un thème qui a été évoqué plusieurs fois. Et l'habitat bioclimatique vient agir là-dessus. Et surtout, l'occupant et son environnement. Voilà. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la conception bioclimatique, comme vous le voyez, euh, c'est une conception qui a pour objectif d'allier le confort maximal à une consommation d'énergie minimale. Parce que, effectivement, il faut concevoir, mais il faudra aussi penser à la consommation d'énergie quand on est dans le bâtiment. Alors, tout ceci est en rapport avec la qualité des matériaux,
avec les matériaux locaux, euh, la manière de concevoir en tenant compte de l'orientation, en tenant compte du climat, etc., etc. Alors, vous voyez bien que le climat, il faut tenir compte effectivement du plan de morcellement, la forme du bâtiment pour nous les architectes, la constitution de la façade et les caractéristiques thermophysiques des matériaux. Voilà. Donc de nos jours, vous savez que la conception ne tenait pas compte de ça. On faisait tout simplement une conception euh, architecturale, ensuite une conception des systèmes mécaniques, ce qu'on appelle les plans de plomberie, les plans d'électricité, et ensuite on passe à la construction. Et là, il faudra penser à ces éléments avant de faire tous ces plans-là pour pouvoir avoir un bâtiment bioclimatique. Donc c'est vraiment le point que le docteur a évoqué tout à l'heure. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, vous voyez les différentes étapes qu'il faut considérer avant de concevoir un bâtiment bioclimatique. Vous avez dans un premier temps un objectif. C'est que l'objectif d'avoir une cité bioclimatique, un habitat bioclimatique, c'est déjà au niveau législatif, c'est que l'État doit mettre en place un certain nombre de lois, un certain nombre de principes pour que le morcellement puisse être dédié à cet effet-là. Il y a le climat qu'il faut tenir compte. Il y a effectivement le voisinage aussi. Alors, vous avez du côté urbaniste les plans réguliers, les plans ouverts. Donc, l'idée, c'est d'avoir un plan cohérent pour avoir des habitats bioclimatiques et la forme du bâtiment, la conception de la façade. Voilà, donc tout ceci en fonction de l'orientation et l'enveloppe du bâtiment qui a été évoqué tout de suite, parce que on peut pas avoir un bâtiment bioclimatique sans tenir compte de l'enveloppe. Et ça, c'est très important. Tous ces points qui sont là, c'est des points qui sont très importants. On tient compte de l'énergie aussi, la consommation d'énergie, le système de climatisation, le système d'éclairage et effectivement l'innovation euh, qui va être dans le bâtiment. En fait, c'est compatible, hein. On peut avoir un bâtiment bioclimatique avec de l'innovation. Ça se rejoint d'un côté. Ça se rejoint d'un côté. Je vais vous l'expliquer après. Ok, merci. Diapo suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le confort dans l'habitat, qu'est-ce que c'est? Le confort physiologique, c'est autour de 5 éléments. Et ces 5 éléments-là, c'est de confort, c'est le confort hygrothermique, tout qui concerne vraiment le corps. Quand on est dans l'habitat, on a chaud, on a froid, et il fait humide. Le confort acoustique, tout ce qui est le son, autour de la maison, à l'intérieur de la maison. Le confort olfactif, les parfums, les odeurs, et le confort d'usage, tout ce qui est l'adaptation des espaces, des grands espaces, des petits espaces, etc. Et le confort visuel, donc c'est tout ce qui est éclairage naturel, euh, les vitrages, est-ce qu'il y a assez de lumière, est-ce qu'il y a pas assez, etc., etc. Donc, le confort de l'habitat tient compte de ces 5 éléments-là. Suivant. Alors, il faut tenir compte aussi de l'influence de l'environnement. L'environnement qui est primordial, sur lequel on va implanter le projet. Vous avez l'eau, les océans, les mers, les fleuves, le relief et la végétation, ainsi les constructions. Tous ces éléments-là peuvent influencer sur la qualité de l'habitat et sur la conception également. Quand l'architecte va concevoir un projet, il va tenir compte de tous ces éléments-là pour faire un projet cohérent. Suivant. Alors, comme vous le savez, les principes en termes de protection solaire, ce qu'il faut savoir déjà, quelle partie de la maison reçoit plus de chaleur et pour enfin s'en prémunir. Donc ça, c'est des éléments qui montrent exactement euh, dans un climat sahélien. Après, chaque région a sa spécificité. Dans un climat sahélien, les parties de la maison qui reçoivent plus de chaleur. Donc ça, c'est la toiture. Le côté est, le côté nord, vous voyez bien que c'est du gîte pour cent, le côté sud et le côté nord. Le côté nord, c'est le côté qui reçoit moins d'ensoleillement.
Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire des ouvertures par là-bas. En fonction, effectivement, de l'endroit, il y a des endroits où au nord, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vent violent. Donc, il faudra s'adapter par rapport à ça. Alors, les protections solaires qu'il faut avoir, c'est vraiment au niveau de la toiture, parce que c'est la partie qui reçoit plus d'ensoleillement. Alors, il y a aussi une possibilité de faire des brises solaires au niveau des fenêtres, au niveau des baies, pour se protéger euh, contre l'ensoleillement direct, ce qui contribue au chauffe de la maison. Suivant. Alors, la ventilation est un peu très important. Alors, l'idée, quand on fait une conception architecturale, c'est d'essayer d'avoir des ouvertures transversales pour essayer d'avoir une bonne ventilation de la pièce. Alors, ça, c'est des conceptions qu'il faut réfléchir à ça, à chaque projet. Le côté le moins ensoleillé, on va essayer de trouver des ouvertures dans ce sens-là. Le sens du vent, on essaie de le chercher aussi pour enfin ouvrir quelques ouvertures pour qu'il y ait plus d'aération. Ça évitera d'utiliser de la climatisation à volonté, etc. Suivant, s'il vous plaît. Alors là, on va être dans l'inertie thermique. Alors, c'est vraiment les matériaux, hein, c'est les matériaux qu'il faudrait employer ici, les matériaux locaux, on en a toujours eu. Et donc là, l'idée, c'est de rétrocher ces matériaux-là, les réutiliser. Euh, donc, ça va être le BTC, brique de terre comprimée ou la pierre. Donc, c'est des matériaux à forte énergie thermique. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de les utiliser dans nos, sous nos climats. Et ça nous évitera d'avoir vraiment de la chaleur dans nos maisons. Suivant. Alors là, on va vous présenter un projet qu'on a, qu'on a gagné au niveau dans un appel d'offres au Mali, concernant les centres de santé, les centres de déclaration, dans toutes les régions au Mali. Donc, c'est un projet qui a été fait en BTC, briques de terre comprimées. S'il vous plaît, suivant. Alors, c'est un peu le contexte du projet. Je vais vous épargner tout ça. Euh, donc, l'idée, c'est un projet qui a été lancé par l'agence belge de développement euh, pour faire des centres de déclaration à un moindre coût, à un coût vraiment moins élevé, puisque le projet devait être multiplié un peu dans le pays. Donc, en termes de coût, il fallait être un peu moins. Donc, l'idée pour nous, c'était d'utiliser le BTC euh, dans les régions où la terre est disponible, parce qu'au Mali, il y a des régions où la terre n'est pas disponible, il y a que des pierres aussi. Donc, dans les régions où il y a de la terre, on fait du BTC là-bas. Là où il y a la pierre, on fait de la pierre. Donc, c'était un peu ça. Suivant, s'il vous plaît. Alors, le principe qu'on a utilisé ici, c'est toujours hein, les ouvertures transversales, la création de patios pour avoir de la fraîcheur dans les pièces et la double toiture pour éviter les surchauffes au niveau de la toiture. Suivant. Voilà. Donc, vous avez des surfaces bâties ici avec des coups. Ça, c'est des petits centres de déclaration dans les coins les plus reculés. Dans les coins les plus reculés, on utilisait ces centres-là. Et il y avait aussi, effectivement, dans ce coup-là, l'utilisation du photovoltaïque pour l'électricité, parce que c'est des endroits où il n'y a pas d'électricité. Voilà. Suivant. Alors là, c'est le centre d'état civil secondaire. C'était le même principe, avec un coût de 8 500 € pour 140 mètres carrés. Vraiment, c'était plus qu'abordable. Suivant. Voilà. Centre d'état civil principal. Suivant. Voilà. Ça, c'est aussi un projet qu'on a réalisé au Mali, entièrement construit en pierre. Allez-y. C'est un projet R+1. Alors, le site se trouve à Sogonigo. Sogonigo, c'est un quartier à Bamako, un site qui est pas très loin du fleuve, où il y a une carrière aussi, une carrière de pierre qui est à peu près disons, à 2 kilomètres du site. Suivant. Voilà, sur une parcelle de 300 mètres carrés.
En face, une placette, des voisins de gauche à droite, et puis derrière aussi. Suivant. Quelques images du voisinage. Suivant. Voilà. Alors ça, c'est le principe qu'on utilise toujours, hein, nous, quand on fait nos conceptions. On part toujours toujours sur cette idée de ventilation, comment avoir une ventilation transversale dans les pièces de vie, et puis comment se protéger contre la chaleur excessive, parce que au Mali, la température c'est à peu près 40 degrés, 42, 43, donc il fait très très chaud là-bas. Et puis comment protéger la toiture. Allez-y, s'il vous plaît. Donc dans ce cas précis, on a utilisé des potagers au-dessus du bâtiment. Alors là, tout autour de la maison, tout autour, là, c'est des murs de pierre. Ça, c'est vraiment pour isoler le bâtiment de la chaleur excessive. Donc, le principe, le parti pris ici, ça a été de construire euh, tous les murs périphériques en pierre, d'une épaisseur à peu près de 40 centimètres. Et ça permet de complètement d'isoler le bâtiment, d'être complètement au frais et d'avoir un plan libre à l'intérieur. Parce que c'est aussi ça la pierre, c'est que quand on utilise la pierre, il y a, il y a quelques contraintes. Euh, la contrainte quand on utilise la pierre, c'est on peut pas casser, on peut pas revenir modifier le mur en pierre comme ça. Donc l'idée, c'est de mettre les murs de manière périphérique et puis l'intérieur d'avoir des cloisons en parpaing, s'il vous plaît. Voilà, une maquette du projet avant le chantier. Suivant. Alors ça c'est ça c'était le début du chantier ça. Alors là vous voyez la fondation, on n'a pas utilisé de parpaing ni rien du tout et la pierre suffit selon nos expériences hein. Il y a des bâtiments en pierre, ça fait plus de 100 ans qu'ils sont là et ça tient toujours. Et une fondation en pierre, on peut faire un immeuble de R+5, R+6 sur une fondation en pierre et ça marche et ça marche très très bien. Donc là, allez-y. Voilà, tous les murs, la construction des murs périphériques, et y compris la fosse septique, hein. Allez-y. Voilà les murs. On a deux qualités de pierre ici. Pour réduire le coût de la maison, on a pris deux qualités de pierre. Celle qui ceinture la maison est en vraiment une qualité qui est moindre, enfin une qualité qui coûte pas très cher. Et la pierre blanche qui est là, qui est taillée, coûte un peu plus cher. Ça, c'est pour donner un peu plus de beauté. Et celle qui n'est pas très très chère, on a enduit. Du coup, quand on est à l'extérieur, on voit pas que c'est des murs en pierre en fait. Allez-y. Voilà, vous voyez le principe. Le sol aussi pareil, hein, le dallage est en pierre et l'autre côté a été enduit complètement. Ouais. Suivant. Voilà, qui a été le côté enduit complètement. Et au-dessus du bâtiment, on a créé un petit élément pour le potager afin de casser un peu la surchauffe de la toiture. Suivant. Voilà le bâtiment un peu en phase finition. Euh, voilà un projet carrément construit en pierre, hein. Il y a très peu de parpaings, sauf à l'intérieur. Voilà. Suivant. Voilà l'intérieur du projet. C'est très moderne, hein. On ne sait pas que c'est en pierre et on peut mélanger la modernité à la tradition. Nous, c'est ce qu'on fait parce que souvent les gens, quand on demande, oui, mais pourquoi on construit pas en matériaux locaux? Effectivement, la question qui revient souvent, c'est, oui, c'est pas beau, c'est pas joli à voir. Alors, on peut faire joli avec les matériaux locaux, il suffit juste de bien concevoir. Voilà. Et le coût d'une maison comme ça, en parpaing, ça coûte à peu près 125 000 euros. Et là, on a fait pour 300 mètres carrés, ça a été réalisé à 90 000 euros.
Donc, ça coûte moins cher. Suivant. Voilà, ça c'est la température. Au moment de la construction, pendant le chantier, il faisait 40 degrés à l'extérieur et à l'intérieur, il faisait 27 degrés à une heure bien précise, hein. Suivant. Alors, ça c'est un principe un projet de réhabilitation déjà construit en parpaing. Donc, on est intervenu là-dessus pour essayer d'ouvrir, pour qu'il y ait plus de ventilation. Parce qu'effectivement, le travail de l'architecte aussi, c'est de concevoir en fonction, comme on l'a toujours dit, de concevoir en fonction de l'orientation de la ventilation. Allez-y. On toujours le site, hein, à côté du fleuve, il y a un vent, et à côté d'une forêt. Allez-y. Voilà le principe. Ce client-là, il avait un peu conçu comme ça, son plan. Et nous, on est intervenu, on a allégé le plan, on a enlevé à droite là le local gardien, la cuisine qui faisait barrière par rapport à la circulation d'air. Suivant. Et voilà. Donc là, sur la droite, on a une grande terrasse qui permet de casser complètement l'ensoleillement. Et puis, le sens du vent est vraiment dans ce sens aussi. Donc, le bâtiment sera au frais ainsi. Et toutes les pièces, comme les salles d'eau, les magasins, sont exposés du côté ensoleillé, du côté chaud, pour que les pièces de vie euh, soient préservées dans la fraîcheur. Suivant, ça c'est un plan de principe de ventilation. Suivant, voilà un peu quelques images du chantier. Suivant, suivant. Vous voyez là, le claustra qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment pour aérer. Et là, quand la porte est ouverte, c'est ventilé, c'est très, très ventilé. Suivant. Voilà le projet un peu fini aussi. Ça donne un peu ça. On a créé un patio central euh, qui va capter l'air frais et puis la distribuer à l'intérieur du bâtiment. Suivant. Le même projet, hein, quelques années après. Suivant. Voilà un peu l'architecture. C'est une architecture assez contemporaine aussi. Suivant. Alors ça, c'est un autre climat. Là, je vais pas faire très long. On va aller assez vite sur ça. Et là, c'est un climat tropical, un climat tropical chaud et humide. Et ça, c'est un projet qui a été réalisé en Sierra Leone. Sierra Leone, il y a assez d'humidité. Toute la côte de l'Afrique, Sierra Leone, le Gabon, euh, la Guinée forestière, c'est le même climat. Et construire là-bas aussi, ça demande un certain nombre de précautions à prendre. Suivant. Alors, une résidence secondaire qui est au bord de l'océan Atlantique. Et là-bas, quand il y a de l'humidité, il faudrait utiliser plutôt le bois, parce que le bois, il absorbe l'humidité et la pierre. Alors sur ce projet-là, on a utilisé le bois et la pierre. Et ça, c'est la pierre du site, hein. Allez-y, suivant. Voilà. Et, et, euh, dans ce climat-là aussi, il y a un point qui est très important, c'est de ventiler la fondation. Parce qu'il fait très humide, il faut éviter de coller le bâtiment au sol, sinon il va avoir des montées capillaires, etc., etc. Donc c'est un pays très très humide, avec beaucoup de montagnes que vous voyez là, l'humidité qui est autour, et ça c'est, disons, 8 mois, 8 mois à l'année qui fait humide, quoi. Et il pleut tout le temps. Donc les toitures plates sont pas les bienvenues là-bas. C'est vraiment les pentes et les toitures en pente. Suivant, un peu le principe. Allez-y, allez-y. Alors ça, c'est un autre projet de là-bas. Allez-y.
Ça, c'est un projet on a gagné il y a quelques mois, qui va être en phase chantier très prochainement. Allez-y. Vous voyez, c'est un site exceptionnel, hein. C'est un site plongeant sur l'océan avec un dénivelé de 3 mètres, 4 mètres par endroit. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Voilà, c'est un projet c'est un projet d'hôtel, quoi, une maison d'une maison d'hôte, plusieurs maisons d'hôtes. Et là-dessus, on a vraiment utilisé beaucoup de bois et la fondation est surélevée pour toujours préserver cette ventilation au niveau de la fondation. Le principe ici, c'est de ventiler au maximum dans ce climat-là, ventiler au maximum, parce qu'il y a beaucoup de moisissure, et aérer au maximum l'intérieur de la maison. Euh, en 5 minutes, si vous fermez une pièce, vous allez trouver tous les meubles, il y a de la moisissure dessus. Donc c'est un climat très très capricieux. Allez-y. On a un peu le projet en 3D. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Donc c'est ces éléments que je voulais présenter en termes d'architecture bioclimatique pour euh, inciter les États à se tourner vers ça de plus en plus parce que c'est l'avenir, quoi, en fait. Merci. Nous nous remercions les deux intervenants qui nous ont ouvert de nouvelles perspectives en matière de conception de bâtiments. Si parmi la présence il y a des questions, on va les prendre. Bonsoir, monsieur. Tout d'abord, je vous félicite pour la présentation. C'est clair, hein? Oui, oui, on t'entend. Ma question, c'est sur, c'est-à-dire, premièrement, je m'appelle Hamza Ahmadou, un ingénieur génie civil. La question, c'est sur la portée des planchers. Quelle était la solution que vous avez pris Mm. comme solution pour dépasser ces challenges? Ok, on vous remercie. Qui va, qui va répondre à cette question? Elle s'adresse à vous deux, donc vous voyez qui va répondre. Ok, merci. Sur quel projet? Vous parlez de la porte du plancher, hein? C'est ça? Le plancher? Ouais. D'accord. Sur quel projet exactement? Pardon? Au Mali? Et sur quel projet? Le projet en pierre? En pierre? Non, en fait, c'est pas. Oh, les portées, ça dépassait pas 6 mètres. Ah, les planchers, les grandes pièces, ça dépassait pas 6 mètres. Par rapport au plan libre, oui, mais il y avait toujours des poutres, hein. En fait, les poutres sont là. On a pris le soin de faire les poutres à des endroits stratégiques pour éviter que le bâtiment bouge, hein. Puis, évidemment, mais la grande portée, c'était 6 mètres maxi. Oui. Mais le plan était très libre. En fait, les poutres, c'était un plan vraiment libre. Les poutres, ils étaient là. Et on pouvait mettre le poteau à n'importe quel endroit, hein. Ça allait pas bouger. Et il faut savoir que le mur en pierre est porteur, hein. En fait, c'est porteur en soi, le mur en pierre. Donc, les pièces les plus grandes, 6 mètres maxi. Oui. Ça répond? Donc, j'ai une question adressée à vous. J'aimerais juste savoir, par curiosité, comment la réglementation, en fait, évolue dans ce sens, surtout par l'utilisation ou l'insertion de ces matériaux locaux dans vos différents pays. Et une question un peu spécifique, quelle est vraiment la performance de l'isolation des pierres? Bon, moi, mon expérience ici en Mauritanie, que la pierre, oui, elle a une bonne performance, enfin, elle a une bonne capacité d'inertie thermique.
donc déstocker. Et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perturber un peu le confort à l'intérieur du bâtiment? Donc, voilà, exposé à l'extérieur et quel est le temps de déphasage thermique par rapport à ces parois ou enveloppes en pierre. Donc, voilà un peu ma question. Merci Monsieur Ouellet. Donc je vais commencer par la dernière question du coup, par rapport à l'inertie thermique. Donc je pense que c'est important de noter que lorsqu'on est en climat sahélien ou climat chaud, on doit coupler deux stratégies. On a l'inertie thermique, mais qu'on va coupler à la ventilation. Pourquoi? Parce que si vous avez une inertie qui est très importante, n'oubliez pas qu'à l'intérieur du bâtiment, on y vit, on dégage de la chaleur, les équipements que nous avons dégagent de la chaleur, donc on a des risques de surchauffe. Donc il faut coupler ça avec de la ventilation. Voilà pourquoi l'architecte l'a bien précisé tout à l'heure, et on voyait bien les lignes de courbe aéroliques là qu'il a présentées, le fait qu'il y ait une présence de patio. Il y a également la végétation, la végétalisation du patio qui par les phénomènes d'évapotranspiration permettent d'apporter un peu ce confort là. Donc c'est très important. Et puis aussi, un autre élément qui est important toujours, c'est par rapport à la couleur même et la texture des matériaux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inertie de transfert, mais il y a, pardon, l'inertie d'absorption, mais il y a l'inertie de transfert. C'est quoi? C'est le fait que vous avez, par exemple, des parois de couleur blanche ou de couleur ocre. Je prends l'exemple de la terre. La terre crue est un matériau qui a une bonne inertie thermique. Ça, c'est très bien. Mais si je prends juste la couleur ocre, elle a un coefficient d'absorption de 0,5, alors que la couleur blanche est 0,1. Donc, c'est pour dire que dans le choix des matériaux, il y a non seulement le matériau en tant que tel, mais il y a la texture et la couleur. Donc, ça, c'est très important. Et pour revenir peut-être à la première question concernant la réglementation, je pense que nous, dans nos pays, il faut pas qu'on aille dans faut pas qu'on aille dans la sophistication comme ce que les pays un peu, entre guillemets, occidentaux ont fait. Eux, ils ont une histoire qui est un peu plus longue en matière de réglementation. Je pense que depuis les années 70, les premières réglementations thermiques ont commencé à apparaître parce qu'il y avait eu le choc pétrolier en 79, je pense. Donc nous, on n'était pas à ce niveau-là. Mais on a quand même besoin à un moment donné de codifier ce qu'on fait. Ce que nous, on est en train de faire, et je pense que c'est le cas aussi en Mauritanie, c'est un travail d'abord d'expérimentation. Les chercheurs, les entrepreneurs expérimentent. Une fois qu'ils expérimentent, on essaie de tirer des leçons. Donc, on rédige, par exemple, des procédures qu'on appelle, par exemple, des guides de bonne pratique. C'est pas une norme, mais ça a à peu près le même caractère, c'est-à-dire qu'il y a un travail consensuel, il y a une mise en commun des connaissances. Et une fois qu'on est sûr que les choses marchent bien, on va commencer à normaliser. Donc, normaliser, c'est quoi? C'est donner la recette, tout simplement, pour dire que si je veux faire un bâtiment en terre crue à tel endroit du Sénégal ou à tel endroit de la Mauritanie, je dois faire ça, je dois formuler, je dois mettre tant d'argile mélangée avec de l'eau, avec du TIFA, etc. Je dois mettre ça en œuvre en respectant, enfin, en mettant en place, par exemple, des ruptures de capillarité, etc., etc. Et surtout parler des pathologies. Ça, on n'en parle pas souvent. C'est bien de dire que le matériau fonctionne, mais de temps en temps, faut parler des pathologies. L'architecte l'a précisé tout à l'heure quand il parlait de la moisissure. Voilà pourquoi la ventilation est extrêmement importante. Et une fois qu'on a fini avec cette normalisation, c'est là où peut-être l'État, sous le contrôle donc des acteurs, décide de réglementer pour dire que on a constaté que pendant plusieurs années, on a mis en œuvre tel type de construction, que ça fonctionne bien, ça a fait ses preuves, on est en mesure de mesurer les performances et donc là, la règle, c'est de construire de telle manière. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire à ce niveau-là. Merci. Oui. Je pense qu'il a tout dit, hein, par rapport à la deuxième question. La première, qui est effectivement la réglementation dans nos différents pays. Bon, comme vous savez, hein, c'est vraiment les guides de bonne pratique. Il a dit aussi, hein. Euh, les projets que nous on capte très souvent, vous allez trouver que euh, ça a été lancé ainsi parce qu'il y avait un guide de bonne pratique. Et on les adresse au maître d'ouvrage, on les adresse au fonds, aux bailleurs, et effectivement, ils se saisissent de ces documents-là pour essayer de nous contacter, qu'on puisse élaborer effectivement les appels d'offres, parce qu'on les fait aussi pour d'autres appels d'offres. Et c'est comme ça qu'on les intègre. Sinon, euh, au niveau des États, c'est très timide, mais ça commence à venir. Chez nous, ça commence à venir. Mais c'est assez timide pour l'instant. Bon, j'imagine ici aussi, quoi. Ok. Merci. D'autres veulent poser une question? Mustafa?
Moi, je m'appelle Moustapha Ngaïdé, je suis juriste. Donc, je travaille un peu sur les questions de normalisation, donc par rapport notamment au secteur du bâtiment. Et c'est pour compléter ce qu'il vient de dire, bon, et relativement à un certain nombre de points. Bon, comme vous le savez, la Mauritanie vient d'avoir une loi sur l'urbanisme et la construction. C'est une loi qui date de 2024. Ouais. Maintenant, à côté de la Mauritanie, nous avons aussi le Sénégal qui, en fin 2023, a eu deux lois, un code de l'urbanisme et un code de la construction. Donc, c'est le choix qui a été fait dans ces pays. Mais par rapport donc, à la question donc, qui est relative donc, à la réglementation thermique, ce qui se passe, c'est que au Sénégal, il y a un organisme qu'on appelle l'Association sénégalaise de normalisation. Et le rôle de l'Association sénégalaise de normalisation, justement, c'est de proposer, donc par rapport aux différentes structures, un certain nombre donc, de normes. Et il existe justement des normes en ce qui concerne le bâtiment. Donc, et ici, donc en Mauritanie, il y a au niveau du ministère donc, du Commerce une structure qui joue pratiquement donc, le même rôle. Et relativement donc, à ce que je viens de dire tout à l'heure, pour le Sénégal, qui a adopté donc, un nouveau code de l'urbanisme et un nouveau code donc, de la construction, ils ont quand même essayé, dans ce cadre, de prendre en charge donc, ces nouvelles questions. Donc, tout ce qui tourne autour donc, des bâtiments donc, biosourcés, tout ce qui tourne autour donc, de la séquestration donc, carbone, tous ces éléments donc, ont été intégrés donc, dans la législation de base. Maintenant, effectivement, comme ils ont eu à le dire, il faudrait qu'il puisse y avoir donc, des textes donc, un peu plus précis donc, et qui permettront à partir de ce moment de dire que relativement donc, à la question donc, de l'efficacité donc, énergétique ou bien en ce qui concerne la question de la mise en place donc, d'une réglementation qui prend en compte donc, ces euh, questions qui tournent autour donc, des changements donc, climatiques, il faudrait à partir de ce moment qu'il puisse y avoir une réglementation un peu plus précise. Mais cela a été facilité au Sénégal par le fait que le Sénégal donc, fait partie donc, d'un ensemble, à savoir donc, celui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc, qui lui-même donc, avait impulsé donc, la réglementation donc, à ce niveau. Maintenant, je ne sais pas au Mali, vu que je ne connais pas la réglementation malienne sur cette question, c'est de savoir aussi, est-ce qu'en ce qui concerne le Mali, il y a un certain nombre de textes ou bien il y a un organisme qui s'occupe justement de la normalisation dans le secteur des bâtiments. Merci, M. Gade. Léandre, Merci. Léandre Guigma, architecte urbaniste. Je voulais rebondir par rapport à la question de mon voisin, qui est euh, Dr Gaïdo, par rapport au souci de la réglementation un peu trop sophistiquée dont parlait Monsieur Dr Niang. Parce qu'au Burkina Faso, justement, on a, euh, on fait partie à la fois de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et l'UEMOA a une réglementation sur l'efficacité énergétique dont a parlé Dr Gaïdo. Et la CEDEAO, qui regroupe 16 ou 15 pays, encore plus grand que l'UEMOA qui regroupe 8 pays, a aussi une réglementation dans le même sens. Et on se retrouve avec donc deux réglementations communautaires avec des chiffres différents. Voilà. Et donc, au niveau national, on nous demande de transposer, en fait, ce sont les directives, excusez-moi. On nous demande de transposer les directives de l'UEMOA et de la CEDEAO au niveau de nos États pour faire des textes de loi. Et pour le moment, eux, ils prennent ce qui est le plus dissuasif des deux textes pour l'appliquer chez nous. Dans tous les cas, je pense que
c'est une base d'avoir ces réglementations, mais je pense que l'idée d'expérimenter les choses, de se donner le temps, d'avoir aussi des guides de bonnes pratiques avant vraiment de normaliser sur la base d'une expérience assez euh, vécue et surtout contextuelle dans chaque pays me paraît intéressante, quitte à bien sûr avoir toujours ces textes, ces différentes directives comme une référence. Mais effectivement, appliquer ces directives avec vraiment des formules beaucoup très coercitives, je ne pense pas que même nous, hein, qui sommes des acteurs de la construction, on ne maîtrise pas, au fait, toute la complexité de ces textes qui ont quand même été calqués suivant des modèles occidentaux qui ont une histoire différente de la nôtre. Je pense qu'il faudrait repartir vraiment de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire, et sur la base de ce qui résiste avec le temps, sortir des normes beaucoup plus adaptées. Mais je ne critique pas ces normes communautaires qui existent. Ça peut toujours être des références et des repères pour nous permettre au niveau de nos États, eh bien, de fixer des normes à partir des choses les plus expérimentées et qui ont fait des preuves sur le terrain. Merci. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Il y a quelqu'un ici? On va prendre la dernière question. Bonjour et merci encore pour votre participation et tout ce que vous avez dit. Moi, ma question elle va plutôt être portée sur la compétence. Donc, je m'appelle Amadou Diallo. Je suis malien, donc consultant en ressources humaines. Elle va vraiment porter sur la compétence et j'aimerais savoir quel est votre retour d'expérience, cette fois-ci sur le terrain, sur la mise en œuvre de votre projet, à savoir sur la qualification de la main-d'œuvre, est-ce qu'elle existait? Et s'il y a des problématiques à ce niveau-là, est-ce qu'il y a une réflexion aussi qui va être portée sur la formation et peut-être même voir l'industrialisation de cette formation en Afrique? Voilà. Monsieur Diallo, merci pour cette belle question. Effectivement, dans tous ces projets-là, il y a eu vraiment des problèmes de compétences, des réels problèmes de compétences. Par exemple, je prends l'exemple du projet en pierre. Alors, le projet en pierre, euh, moi personnellement, je suis pas maçon, mais j'ai été obligé de former les gars sur le terrain, ce qui a fait que le chantier a pris un peu plus de temps. Il y a eu vraiment une formation sur le terrain. Euh, des maçons qui ont l'habitude de faire du parfum, on les a formés en pierre, tout simplement. Et ils ont appris à construire en pierre et maintenant, euh, ils font beaucoup de choses en pierre. En fait, c'est pas des formations de longue durée, c'est des formations sur le terrain, sur le réel. Et quand c'est comme ça va très très vite parce que on est toujours là derrière. Il faut poser la pierre comme ça, pas comme ça. Il faut que ça soit droit, mais on est quand même là. Donc effectivement, cette idée de formation, à chaque projet, il y a eu des formations. Il y a eu des formations. Ça, c'est une évidence, hein. Alors, effectivement, nous, notre cabinet, on a eu un agrément tout simplement pour faire de la formation en dehors du projet, justement. On a eu un financement de l'Allemagne, de la République fédérale d'Allemagne, justement, après ce projet-là pour former euh, un certain nombre de jeunes en construction en pierre. Voilà. Grâce à ce projet, ouais. Bien sûr. Donc, je pense que cette question est extrêmement importante parce que il y a ce qu'on appelle le coût de non-qualité. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous utilisez des produits de construction et qu'ils sont mal exécutés, déjà, il y a une non-qualité. Il y a des risques de problèmes de solidité et même une décrédibilisation du produit de construction. Donc, ça veut dire que ça va être crucial de bien gérer donc la formation. Donc, je pense qu'on le croise aussi avec cette histoire de guide de bonne pratique, de manière à ce qu'on puisse aider ou en tout cas accompagner ces jeunes-là à pouvoir exécuter ce genre de produits de construction. Et même nous, en tant qu'ingénieurs matériaux ou génie civil, il faut à chaque fois se dire, est-ce que le produit que je propose, est-ce qu'il s'insère
dans une méthode de construction qui est commune ou pas. Par exemple, si je dois faire des audits à base de TIFA, je sais que les audits de parpaing sont connus, sont plus ou moins, enfin, sont maîtrisés. Donc, du coup, je vais pas avoir un gap si énorme d'un matériau à un autre. Et aussi, ce genre de matériau, ce qui va être intéressant, par exemple, avec la terre, c'est que c'est pas un matériau qui va requérir une grande technicité en termes ou une sophistication du process. Donc, je pense que ce que vous dites, c'est très important. En tout cas, nous, au Sénégal, il y a des centres de formation qui ont, dans leur curricula de formation, prennent en compte ces questions-là. Et puis, je pense qu'ici, notamment Abidem, fait des chantiers écoles. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a deux types de formation. Il y a une formation qui est académique, scientifique. On est dans le laboratoire, on fait nos formulations et tout. Mais il y a une formation qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus terrain et qui est vraiment collée à la réalité. Donc, il faut à un moment donné qu'on puisse voir comment on combine ces deux approches-là. Voilà. Merci. Ok, nous vous remercions. Merci. Euh, Je vais tenter de répondre à la question du juriste par rapport à la réglementation au Mali concernant les textes de loi. Effectivement, il y a un texte de loi sur la construction, il y a un texte de loi sur l'urbanisme depuis, je crois, les années 60, hein, et qui sont en relecture actuellement. Et dont on va effectivement essayer d'insérer ces éléments des matériaux locaux. Ça a été très très difficile parce qu'effectivement il y a les textes de l'UEMOA, comme l'a dit le collègue burkinabé. Il faudra s'accorder avec ces textes-là. Et puis les matériaux locaux, dans l'ancien texte, c'était interdit. Tout simplement, c'était pas prévu. Ouais, donc là, avec la relecture, on a quand même proposé à ce que on puisse utiliser les matériaux locaux. Alors, ça a été validé, mais d'une manière un peu, faut pas que ce soit des longs bâtiments, des grands bâtiments. Il y a une certaine taille qu'on a déterminée par rapport à ça. Donc ça a été accepté, ça a été inséré. C'est pas encore validé, mais c'est en cours. Merci. ok, nous vous remercions. Je passe la parole à mon collègue. Merci. Merci. À vous de jouer. Merci à vous tous. Applaudissons chers panélistes, mais aussi applaudissements à l'assistance qui a tenu. Merci, c'était très instructif, très intéressant. Vraiment, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur les normes de construction en zone Sahel, en zone humide, en zone de l'Afrique forestière. Et je pense que les échanges entre professionnels vont nous donner encore beaucoup plus de normes et de visibilité ici. La conférence Nouakchott BTP Expo se poursuit demain à partir de 9 heures avec un grand panel sur la mobilisation des capitaux pour financer de grands projets d'infrastructure à l'horizon 2030. C'est un panel intéressant avec aussi beaucoup d'experts. Et par la suite, le programme se poursuivra. Donc, avec un autre panel qui porte sur la réglementation de la construction et la modernisation des infrastructures en Mauritanie. Voilà. Et ce panel sera suivi d'une pause café entre 12 heures et 15h30, pause café et prière. Mais par la suite, il y a une table ronde intéressante qui va aborder toutes les questions des jeunes, de la jeunesse. Et cette table ronde qui va débuter à 15h30 jusqu'à 17h porte sur la reconversion professionnelle et les métiers d'avenir dans le secteur des BTP. Donc là, ce sera pas en modèle panel, c'est plutôt en mode conversation et échange avec aussi des personnes qui sont très versées dans le domaine de l'emploi et de l'employabilité. Donc, encore une fois, au nom des organisateurs, nous vous disons merci, merci pour votre patience. Toutes nos excuses pour le débordement dans l'agenda et les temps. Merci pour votre temps, chers panélistes.